Et voilà, tout le monde est arrivé. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par la chaire Agriculture biologique dans le cadre de cette saison spéciale Jeunes chercheurs qui a vocation à mettre en lumière des travaux de recherche récents sur la bio et des réflexions dans une perspective de transition. Je passe très rapidement sur le programme de webinaire. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode avec Frédéric Ouedraogo que je vais présenter juste après. On parle d'agronomie globale, d'écologie, de sciences politiques aussi. Et il y en aura pour tous les goûts. Donc, n'hésitez pas à suivre cette programmation dans les newsletters et sur la page LinkedIn de la chaire Agriculture biologique. Donc, aujourd'hui, bonjour Frédéric. J'ai le plaisir de Bonjour t'accueillir. Pauline, bonjour à tous. Donc, tu es docteur en biogéochimie. On a échangé parce que tu as soutenu une thèse de doctorat sur l'évolution temporelle de la disponibilité du cuivre dans les sols en agriculture biologique. Tu es aujourd'hui chercheur en biogéochimie au CIRAD et tu t'intéresses au comportement des divers contaminants issus de matières organiques fertilisantes pour limiter les risques sanitaires et environnementaux dans les agrosystèmes tropicaux. Tu as aussi travaillé en postdoctorat au CNRS de Chizé, au CEBC sur l'exposition des socio-agrosystèmes aux pesticides, sur l'eau, le sol, l'air, la biodiversité, même les populations humaines. Et voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus spécifiquement de ta thèse de doctorat que tu as réalisée à INRAE au sein de l'UMR Interaction sol, plantes et atmosphère à Villeneuve-d'Ornon en Gironde. Et donc, l'objectif de cette thèse, en une ligne, c'était de comprendre si la matière organique pouvait constituer un levier de gestion de la disponibilité du cuivre dans les sols viticoles. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Ça devient assez classique pour les personnes qui nous suivent depuis plusieurs épisodes. On prend un petit peu de temps avec Frédéric. Je te pose toute une série de questions qu'on a préparées ensemble, qui vont nous permettre de dérouler comment tu en es arrivé à traiter ces questions-là, et puis comment tu as procédé, à quel résultat est-ce que ça nous a permis, ça t'a permis d'aboutir. Et puis, on aura une petite ouverture avec des applications en termes de pratique, d'impact pour les professionnels, et on gardera un temps suffisamment conséquent pour échanger avec les personnes qui nous écoutent et qui peuvent, au fil de cette intervention, poser leurs questions dans la rubrique questions et réponses qui doit s'afficher en haut de votre écran. Alors Frédéric, on parle de cuivre aujourd'hui. Alors, il y a eu d'ailleurs, du coup, je suis désolée sur la communication, quelques confusions. En fait, tu es docteur en biogéochimie. C'est vrai que on a pas mal évoqué dans la communication l'écotoxicologie parce que c'est une des premières choses à laquelle on pense quand on parle du cuivre dans les sols. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même voilà, de parler plutôt de biogéochimie, mais l'écotox, elle arrive parce que le cuivre est un enjeu majeur pour l'agriculture biologique. Est-ce que tu veux bien prendre quelques minutes pour nous expliquer pourquoi? Ouais, tout d'abord, bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Merci aussi Pauline pour cette opportunité que j'ai de présenter mes travaux de thèse que j'ai soutenu en juin 2022. Donc ça commence à faire un petit moment dans ma jeune carrière de chercheur, mais c'est toujours un plaisir de me replonger là-dedans. Euh, donc, effectivement, le cuivre est un enjeu majeur en viticulture. Alors déjà, quelques mots d'historique. Les propriétés antifongiques du cuivre ont été découvertes par un scientifique bordelais, Alexis Millardet, à la fin des années 1880 à Bordeaux. Et d'ailleurs, pour ceux qui se baladent souvent à Bordeaux, vous trouverez une statue de Alexis Millardet dans le jardin public de Bordeaux. Voilà. C'est pour vous dire à quel point il a impacté la ville et aussi ses environs. Et donc, depuis lors, le cuivre a été massivement utilisé dans les exploitations viticoles, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des taux d'application qui sont allés jusqu'à 50 kg par hectare et par an. Donc, ce sont vraiment des taux d'application très importants.
Et au fil des années, tout cela a conduit à une accumulation du cuivre dans les sols viticoles. Pourquoi? Parce que le cuivre est un métal, c'est un élément chimique qui, en fait, qui disparaît très peu des sols, qui se transforme très peu et donc qui a plutôt tendance à s'accumuler. Hmm. Donc, au fil de ces années-là, donc, il y a eu une accumulation donc, dans pas mal de sols viticoles, dans certaines régions viticoles, portant donc la concentration du cuivre à des concentrations jusqu'à plusieurs centaines de milligrammes par kilo de sol, alors que dans des sols plutôt normaux, entre guillemets, on a plutôt des concentrations qui sont de l'ordre de quelques dizaines de milligrammes par kilo. Et donc, on peut imaginer que tout cela n'est pas sans conséquence. Il y a quelques études qui ont mis en lumière le fait que ces fortes concentrations de cuivre dans le sol pouvaient provoquer donc des épisodes d'écotoxicité, notamment par rapport à la biologie des sols, que ce soit envers les vers de terre, les colamboles, les micro-organismes, mais aussi envers certains végétaux tels que le blé, notamment en contexte de replantation. Voilà, et donc, il y a aussi le fait que le cuivre est un métal qui a une relation particulière avec la matière organique. Et donc, l'objectif de cette thèse-là, c'était de regarder de plus près comment est-ce que cette relation-là évoluait lorsqu'on perturbait le système. Et on va voir ça plus en détail par la suite. Donc, voilà un peu le contexte, l'historique et les enjeux dans lesquels ma thèse se situait. Super, merci Frédéric. Et alors du coup, peut-être en quelques mots, tu as commencé à aborder le sujet de cette thèse, mais quelles étaient les grandes questions du coup que tu voulais traiter dans ce travail? Donc, comme je le disais tantôt, le cuivre a une affinité particulière pour la matière organique. Je peux vous partager une diapositive que j'ai préparée pour vous illustrer cela. Donc, je ne sais pas si là, vous voyez bien la diapositive. Oui, tu dois pouvoir l'afficher en Ouais, plein écran, je pense. On verra peut-être encore un petit peu mieux. Mais sinon, on voit plein déjà. écran. Là, c'est bon ou c'est toujours petit? C'est pas mal, c'est bien. Ça va? Là, C'est lisible? c'était OK. mieux juste avant, ouais. Ouais, OK. vas-y. Ouais, donc, cette image-là récapitule les différentes interactions entre le cuivre et les différents constituants du sol. Donc, dans le sol, on a la matière organique, on a des oxydes, des hydroxydes, etc. Et donc, le cuivre va interagir avec chacun de ces constituants et l'interaction sera beaucoup plus forte avec la matière organique qu'avec les autres constituants. Et cela va aboutir à la formation de complexes cuivre-matière organique pour la partie solide du sol et des complexes cuivre matière organique dissoute pour la partie de l'eau du sol. Donc, il y a déjà ce premier aspect-là qu'il faut connaître. Ensuite, un autre aspect à mentionner qui est important dans ce travail, c'est que dans le cadre de ce travail, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la disponibilité du cuivre. Pourquoi? Parce que une fois que le cuivre se retrouve dans le sol, ce n'est pas tout le cuivre qui va interagir avec les organismes et qui sera potentiellement toxique. Il n'y a qu'une infime partie de ce cuivre-là qui peut être absorbée par les organismes. Donc, on parle d'une proportion de l'ordre de 1 pour 1000 à 1%. Donc, c'est vraiment une toute petite partie de ce cuivre-là. Et ce cuivre-là, il peut être évalué à travers deux paramètres. Donc, c'est le cuivre qui est dissous dans l'eau du sol, donc le cuivre total en solution. Et c'est aussi le cuivre ionique Cu2+, qui, lui, va être particulièrement intéressant parce que la littérature mentionne que c'est la forme qui est la plus facilement prélevable par les organismes. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, il faut savoir aussi, il faut se rappeler que la matière organique dans le sol n'est pas un élément figé, ce n'est pas un constituant figé. C'est un constituant qui évolue, qui se transforme, qui se modifie au gré des conditions climatiques, au gré des pratiques agronomiques.
Donc, la matière organique peut être modifiée à travers sa quantité, sa qualité, sa composition, etc. Et donc, dans le cadre de cette thèse-là, on s'est posé la question de, vu que le cuivre a une affinité pour la matière organique et que cette matière organique peut se transformer au fil des contextes, quel est l'effet de cette transformation-là finalement sur la disponibilité du cuivre? Donc voilà l'objectif principal qu'on avait au cours de cette thèse-là et on l'a décliné en deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est est-ce que réellement la matière organique a un impact sur la disponibilité du cuivre? Et ensuite, la deuxième grande question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on perturbe le système, soit à travers des conditions climatiques, soit à travers les pratiques agronomiques. Super. Et alors concrètement, comment est-ce que tu as procédé pour évaluer justement les effets de cette matière organique sur la disponibilité du cuivre dans les sols en termes de méthode? Qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, pour cette première question qui portait sur l'effet de la matière organique sur la disponibilité du cuivre, donc en réalité, il s'agissait de prendre le système sol à un moment donné, donc une photographie du système à un moment donné, et d'essayer d'établir des relations, donc par des outils de modélisation statistique, d'essayer d'établir des relations entre les paramètres qui décrivent la matière organique et les paramètres qui décrivent la disponibilité du cuivre. Et donc, on a travaillé sur un lot de 18 sols qui ont été échantillonnés dans des châteaux viticoles dans la région de Bordeaux. On a choisi de travailler que avec des sols conduits en agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait s'intéresser que au cuivre comme objet de contamination. Et on ne voulait pas avoir des interactions potentielles avec d'autres types de contaminants. Donc, raison pour laquelle on a travaillé que sur le bio et aussi pour les raisons aussi liées aux enjeux, etc. Et donc, sur ces sols-là, on a fait toute une série de caractérisations liées à la matière organique, liées au cuivre. Donc, je vous parlais tantôt du cuivre dissous en solution qui a été mesuré, le cuivre ionique aussi qui a été mesuré, le pH, etc., etc. Et on a essayé d'établir des liens, des relations entre tout cela. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on arrive à établir des liens, cela pourrait permettre de prédire, donc avec un autre panel de sol, donc de prédire la disponibilité du cuivre à partir de paramètres classiques qui sont facilement mesurables. Et donc, cela nous a permis d'obtenir ces résultats-là. Et ici, les trois graphiques qui sont en haut, ce sont des graphiques liés au cuivre total en solution, donc le cuivre qui est dissous dans l'eau du sol. Et les trois graphiques qui sont en bas là, c'est plutôt pour le cuivre ionique, le Cu2+. Et à chaque fois, on aura en abscisse la mesure, donc la concentration qui a été effectivement mesurée en laboratoire et en ordonnée, la concentration qui a été modélisée, donc qui est prédite par des outils statistiques. Et comment est-ce qu'il faut lire ces graphiques-là? Plus les points se regroupent autour de l'axe X, Y, donc cet axe en rouge là, mieux la modélisation est. Donc, on peut observer ici que en utilisant que le pH comme un paramètre qui décrit la disponibilité du cuivre, pour le cuivre dissous, on a une modélisation qui est de moyenne qualité, alors que pour le cuivre ionique Cu2+, on a déjà une très bonne modélisation et on voit qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des paramètres, donc en passant de la gauche vers la droite, on a de plus en plus une meilleure modélisation, donc une meilleure prédiction de la disponibilité du cuivre. Et autre chose importante à mentionner ici, c'est que ce qu'on observe là où se trouve ma souris, le HIX et le FI, ce sont des paramètres qui renseignent la qualité de la matière organique dissoute. Et là, ce qu'on observe pour ces derniers graphiques qui sont ici à droite, on observe qu'en
prenant en compte ces indices de qualité de la matière organique dissoute, eh bien, on a une meilleure prédiction de la disponibilité du cuivre, surtout pour le cuivre total dissous. Alors que pour le cuivre ionique Cu2+, en réalité, c'est le pH qui sera le paramètre le plus important pour prédire sa concentration. Donc ça, c'est les résultats les plus importants qu'on a trouvés à partir de cette première question de la thèse. D'accord. Est-ce que tu veux bien peut-être réexpliquer la différence entre le premier graphique et celui du milieu? Alors, le premier graphique et celui du milieu, c'est qu'au niveau du premier, on n'a pris en compte que le pH comme Mmh. facteur de Mmh. prédiction, alors qu'au niveau du milieu, on a pris le pH et le cuivre total du sol. C'est vrai que je ne l'ai pas bien détaillé. Donc, en fait, en passant de là à là, on rajoute au fur et à mesure plus de paramètres pour améliorer la prédiction, pour améliorer la qualité de la modélisation. Et on voit que lorsqu'on passe à 4 paramètres, la prédiction est bien meilleure qu'à 2 paramètres ou à un seul paramètre. Donc là, le message le plus important à noter ici, c'est que pour avoir une bonne prédiction de la disponibilité du cuivre, eh bien, c'est important de prendre en compte les indices de qualité de la matière organique dissoute. Parce que, pourquoi est-ce que on l'a fait ici? Parce que bien souvent, on ne s'intéresse qu'à la quantité de cette matière organique dissoute, Mmh. donc à sa concentration. Mais en réalité, deux matières organiques qui proviennent de deux sols peuvent avoir la même concentration, mais des qualités différentes qui feront qu'elles n'auront pas la même qualité d'interaction avec le cuivre. D'accord. Et du coup, si on reprécise un petit peu aussi ce que tu entends par qualité de la matière organique dissoute, ça correspond à quel type de paramètres en fait? Effectivement, c'est une question importante. Et d'ailleurs, ça m'amène à mentionner le fait que cette thèse a été réalisée entre l'UMR ISPA de l'INRAE de Bordeaux et aussi le laboratoire EPOC de l'Université de Bordeaux. Mmh. Pourquoi? Parce que le laboratoire EPOC, avec Edith Parlanti, avait cette compétence de caractérisation de la matière organique dissoute. Donc, d'aller au-delà de la concentration, d'aller au-delà de la quantité et de regarder quelle est la composition de cette matière organique, quel est son degré d'humification, euh, comment est-ce que ça a été dégradé par les bactéries, etc. Donc, c'est tout ça qui renseigne sur la qualité de la matière organique parce que au final, ça a un impact sur la configuration moléculaire de la matière organique dissoute et ça aura un impact sur la manière dont elle complexe ou pas, dont elle interagit ou pas avec le cuivre. Donc, c'est la raison pour laquelle la qualité de la matière organique dissoute dans ce travail était importante. Cela se fait à travers des indices qui sont mentionnés ici, tels que le HIX, qui est OK. l'indice d'humification de la matière organique dissoute, c'est-à-dire à quel point la matière organique dissoute est évoluée. On a aussi d'autres indices comme le FI, le BIX, qui, eux, renseignent sur l'origine de la matière organique dissoute, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plutôt d'origine microbienne, est-ce que ça provient de la dégradation par les bactéries, ou bien est-ce qu'elle est plutôt d'origine terrestre, est-ce que ça provient plutôt du sol, donc de la désorption par le sol. Je ne sais pas si c'est potable ce que je viens d'expliquer. Je pense que c'est assez clair et de toute manière, les auditeurs n'hésiteront pas à redemander des précisions. Voilà, tu vois, je t'ai posé la question pour la matière organique dissoute parce que Alexandre a posé la question et je ferai remonter au fur et à mesure si besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir comme résultat de ce travail? C'est que si on caractérise bien la matière organique, on peut avoir une assez bonne prédiction de la disponibilité du cuivre, peu importe la quantité de cuivre total qui se trouve dans le sol, en fait. C'est ça? Exactement. Ouais, c'est l'un des messages importants et c'est bien d'insister là-dessus. Dans ce travail, on a mis en lumière, bon, on n'a pas mis en lumière parce que ça avait déjà été démontré dans des études précédentes, mais on a renforcé le résultat comme quoi le pH est un facteur important de la disponibilité du cuivre. La Mhm. matière organique aussi l'est, notamment pour le cuivre dissous en solution et aussi le fait de prendre en compte
les indices de qualité de cette matière organique dissoute-là étaient quelque chose de très important pour expliquer, non seulement expliquer, mais aussi d'essayer de prédire la disponibilité du cuivre dans les sols viticoles. Donc ça, ce sont les éléments importants qu'on a tirés de cette première question. Et je crois que du coup, vous aviez prédéfini un peu des catégories de sols qui sont plus ou moins vulnérables en termes de disponibilité du cuivre. Du coup, en vous appuyant sur ces paramètres-là, enfin, du coup, tu parles des facteurs de variation de la disponibilité du cuivre. Et du coup, est-ce que ça correspond à des typologies de sols qui vont être plus ou moins sensibles de base ou pas vraiment? Oui, ça c'était euh, l'une des questions latérales de ce premier travail. Effectivement, ce qu'on peut en dire aussi, c'est que les sols, par exemple, les plus acides, avec des concentrations de cuivre disponibles fortes, avec des teneurs faibles en matière organique, eh bien, ces sols-là seront potentiellement plus vulnérables à une éventuelle écotoxicité que les autres. Hmm. Ok, merci Frédéric. Et donc sur la deuxième grande question que tu as traitée et qui portait plutôt sur les effets de différents types de matières organiques, de différents types de sols sur la biodisponibilité du cuivre, donc c'est plutôt la variation des facteurs agronomiques auxquels tu faisais mention tout à l'heure en présentant tes questions. Enfin, voilà, comment est-ce que vous avez procédé pour essayer d'identifier ces effets et puis quel type de résultats est-ce que vous avez obtenu sur ce sujet-là? Effectivement, ça c'était la deuxième grande partie du travail. Donc, une fois qu'on a prouvé que, en guise de preuve de concept, une fois qu'on a pu prouver que la matière organique était quelque chose d'important à tenir en compte lorsqu'on fait une évaluation de la disponibilité du cuivre, eh bien, on va essayer maintenant de perturber le système du sol, de plusieurs manières et de voir comment est-ce que tout ça va réagir. Mhm. Pourquoi? Parce que le sol est une matrice dynamique. Parce que le premier travail qu'on vient de faire, c'était une photographie à un moment T. Maintenant, Mhm. on va essayer de regarder comment cela se passe à l'échelle d'une saison en conditions contrôlées. Et cela, la première sous-partie de ce chapitre-là, c'était effectivement d'apporter des résidus de matière organique au sol et de voir comment ça réagissait. Pourquoi cette question? Parce que dans beaucoup d'exploitations viticoles, notamment conduites en bio, mais pas que, il y a très souvent des plantes de couverture qui sont cultivées en interne. Euh, Vous pouvez le voir par exemple sur cette diapositive. Donc là, par exemple, avec de la févérole et ici en bas avec de l'avoine. Donc ce sont des plantes qui sont cultivées en interne et ensuite sont broyées, mélangées au sol pour, en guise de source de matière organique pour améliorer la fertilité du sol, la qualité du sol, etc. Et ça représente une quantité importante de matière organique fraîche qui est rapportée au sol et qui peut avoir des répercussions sur l'équilibre qu'il y avait entre la matière organique ancienne du sol et le cuivre. Et donc, nous, on s'est posé la question de quelles peuvent être les conséquences de cette pratique-là sur la disponibilité du cuivre. Et donc, on a récolté on s'est intéressé à deux plantes de couverture, la févérole qui a un ratio CN de 10 et l'avoine qui a un ratio CN de 15. Pourquoi on a choisi ces deux-là? Justement par rapport à leur ratio CN. Le ratio CN est un paramètre qui renseigne sur la dégradabilité d'une matière organique. Donc, plus il est petit, plus potentiellement la matière organique peut se dégrader facilement et rapidement. Donc, on a choisi ces deux-là avec des ratios CN contrastés. On les a nettoyés, séchés et ensuite on les a transformés en poudre qu'on a ajouté à deux sols qui sont tirés du lot de sols que je vous ai présenté précédemment. Donc, donc là, par exemple, on a une photo des poudres une fois que les résidus ont été séchés, transformés en poudre et apportés au sol. Donc, on les a apportés à deux sols différents, un poudre au sol et un luvésol. Pourquoi? Parce qu'on on voulait aussi voir si il pouvait avoir des réactions en fonction de la nature des sols. Et donc, on a mis tout ça en incubation pendant 3 mois.
Et on a fait des mesures de façon régulière sur les paramètres de la disponibilité de cuivre que je vous ai présenté tantôt, sur le pH, sur la matière organique, etc. Et donc là, ce sont les résultats qu'on a obtenus pour cette question-là. Donc on peut voir ici au niveau du premier graphique, il s'agit de la vitesse de minéralisation du carbone, donc qui a été mesuré à travers un piège à CO2. Et on peut observer ici, donc là, pour la févérole est représentée en vert, l'avoine en jaune et le sol contrôle ici en gris. Donc, on peut très bien observer que le fait d'apporter les résidus de plantes de couverture provoque une augmentation importante donc, de la vitesse de minéralisation du carbone. Donc, pour les deux sols pour les deux échantillons qui ont reçu donc, les résidus végétaux. Ensuite, là, pour le graphique suivant, il s'agit du carbone organique dissous. Vous voyez bien les graphiques? Oui, oui, on voit bien. Enfin, je D'accord. voulais juste peut-être que tu précises les quantités apportées du coup pour chacun des mélanges. Est-ce que tu as en tête le poids de matière sèche que vous avez apporté sur chaque sol ou pas du tout? Pour se faire une idée. Euh, Comme les résultats sont très contrastés avec ton sol ouais, contrôle. effectivement. Je me souviens plus très bien des quantités même de résidus, mais je sais que on les avait apportés à raison de 1 milligramme de carbone pour 100 grammes de sol. C'est-à-dire D'accord. que on a mesuré donc la quantité de carbone dans chacun de ces résidus et on les a apportés de manière à avoir 1 milligramme de carbone pour 100 grammes de sol. Donc, je pense que quand on refait les calculs, ça doit être autour de 3 à 4 grammes de résidus en tout, si je m'en souviens bien. Mais c'était aux D'accord. alentours de ces ordres de grandeur. Ok. Et juste peut-être que tu pourras repréciser les unités de tes axes sur les graphiques pour qu'on puisse bien suivre ton propos, mais sinon, on voit très bien. Ouais, alors ici, c'est vrai que je ne l'ai pas. Ici, c'est des milligrammes de carbone par gramme de sol. Donc ici, en Ok. ordonnée pour le carbone minéralisé, des milligrammes de carbone par gramme de sol. Pour le carbone organique dissous, c'est des milligrammes par litre, ici. D'accord. Voilà. Ensuite, je préciserai pour cela. Donc là, ce que je voulais montrer pour le carbone organique dissous, c'est que, pareillement à ce qu'on a vu avec le carbone minéralisé, c'est qu'on a une forte augmentation donc, de la concentration de carbone organique dissous. Donc, le carbone organique dissous est un paramètre. En fait, on ne peut pas mesurer la matière, on ne peut pas mesurer directement la quantité de matière organique dissoute. On mesure la concentration de carbone organique dissous, donc qui est un indice donc, de la quantité de matière organique dissoute. Et Hmm. donc là, on voit aussi qu'il y a une forte augmentation, mais une augmentation qui se résorbe au fil du temps jusqu'à la fin de l'incubation, à la fin de l'expérience, où on observe finalement des quantités similaires au sol contrôle. Donc, comme si et dans le papier qu'on a fait, on a appelé cela une augmentation transitoire. Donc, une augmentation qui finalement se résorbe au fil du temps. Et c'est pareil pour le cuivre total dissous. Et là, l'unité, c'est des microgrammes par litre pour le cuivre total dissous. Donc, on voit une dynamique qui est assez similaire au carbone organique dissous. Et pour ce qui concerne le cuivre ionique, le Cu2+, là, on peut observer que le fait d'apporter les résidus verts a finalement diminué la concentration du cuivre ionique par rapport au sol contrôle. Donc ça, c'est le message qu'on peut tirer ici. Et ensuite, dernier résultat important de cette manipulation, là, sur ce graphique, je vous ai montré l'évolution de la quantité de la matière organique dissoute. Mais si on s'intéresse à sa qualité, notamment sa composition chimique, de cette matière organique dissoute. Avec ici le premier graphique, c'est le sol contrôle. Là, c'est le sol plus l'avoine. Là, c'est le sol plus les févéroles. Et les différentes couleurs, les différents compartiments, en fait, représentent des groupes chimiques qui composent cette matière organique dissoute. Et ce qu'on peut observer assez clairement, c'est que
pour l'avoine et la févérole, donc les sols qui ont reçu ces résidus-là, au début de la manipulation, on a une différence assez marquée donc de signature par rapport au sol contrôle, Mm. avec une prévalence de composés simples et hydrophiles. Donc, on voit une importance du gris là au niveau de ces deux graphiques-là par rapport au sol contrôle. Mais cela a tendance à se résorber au fil du temps et à la fin de l'incubation, finalement, on retrouve des signatures qui sont similaires au sol contrôle. Donc, cela nous rappelle ce graphique-là. Donc, c'est comme si lorsqu'on apportait les résidus de plantes de couverture, eh bien, le sol changeait de dynamique, changeait de signature par rapport à sa matière organique, mais au fur et à mesure, on avait tendance à retrouver une situation d'équilibre. Et c'était quoi ce sol contrôle du coup? Comment est-ce que tu expliques que en début de manipulation, du coup, il ait un profil si différent par rapport aux deux profils test? C'est vraiment lié directement à l'apport de matière organique. En fait, c'est les mêmes sols, Oui, sauf que exactement. leur profil est modifié par l'apport de matière organique. Tout à fait. C'est D'accord. exactement le même sol. Ouais. C'est vraiment l'apport des résidus organiques qui change la signature du sol d'un point de vue de la qualité de sa matière organique dissoute. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement? Est-ce que tu vois un intérêt à apporter des résidus d'engrais verts? Parce que finalement, ça bouge, mais on dirait qu'on revient un petit peu à la case départ au bout de 3 mois. Ouais, il y a deux choses que l'on peut retenir de ces résultats. Donc, déjà, la première chose qui est assez intéressante, c'est ça, c'est le résultat de ce graphique-là. C'est Mm. que en apportant les résidus verts, on diminue la concentration du cuivre ionique Cu2+. Et Mhm. donc, cela peut être un moyen intéressant donc, de gérer son écotoxicité. Pourquoi cela? Parce que la matière organique qui est apportée, la matière organique dissoute qui est apportée, peut complexer le cuivre et donc diminuer sa fraction ionique, la concentration de sa fraction ionique. Donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, effectivement, comme tu le disais, de ces résultats-là, finalement, on a l'impression que au bout de l'expérience, on retrouve les situations initiales. Et c'est peut-être justement à ce niveau-là que ça peut être intéressant, plutôt que d'apporter des résidus verts une fois dans l'année, etc. En fait, il faudrait imaginer un système où les résidus sont apportés de manière continuelle pour justement, avoir des effets qui ne se résolvent pas au bout de 3 mois comme ce qu'on a ici. Mm. Et tu penses qu'il risque d'y avoir une variabilité forte si tu faisais le même type d'essai en conditions réelles, en plein champ? C'est testé ou C'est pas? Euh, je ne sais pas, à ma Oui, connaissance, la question n'était non, pas mais prévue, peut-être. pardon, Frédéric. Ouais, non, non, y a pas de souci. Peut-être que ça a déjà été, parce que bon, ça fait 4 ans 4, 5 ans que j'ai fait ces travaux-là. Donc, Hmm. après, je suis passé à autre chose en termes de thématiques scientifiques, mais je pense que peut-être que ça a dû être testé. C'est sûr que le passage de travaux comme ça en situation contrôlée, où on contrôlait Hmm. l'humidité, etc., la température, etc., c'est sûr que le passage au niveau de la parcelle va se faire au détriment de certains paramètres. Mais je me dis que peut-être l'intensité ne sera pas la même. Peut-être qu'il y aura une moindre intensité et une variabilité plus forte, mais je pense que globalement, on devrait avoir les mêmes, on devrait tirer les mêmes principaux résultats. Oui. Hmm. Ok. En tout cas, oui, ça donne déjà un bon éclairage sur comment on peut agir en termes de pratique et en fonction du type de sol. Alors, tu nous as pas parlé des différences là-dessus par rapport au type de sol sur lequel vous faites. Est-ce que les réactions sont les mêmes? Euh, les réactions n'étaient pas les mêmes. Et à ce niveau-là, bon, je ne sais pas si tu l'as prévu pour la question suivante, parce que pour les différences entre les sols, le résultat le plus intéressant était au niveau justement de la troisième manip où on a testé l'effet de la température. Eh bien, allons-y alors.
Allons sur, sur la dernière question du coup que tu as traitée dans le cadre de ta thèse et qui portait plutôt sur l'évaluation des effets de l'augmentation des températures. L'idée, c'était de simuler un peu un scénario changement climatique à moyen terme, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc, dans toujours la perspective de perturber le système pour voir comment est-ce qu'il réagissait. Donc, on s'est posé la question de, justement, dans un contexte de réchauffement global, comment est-ce que tout cela pouvait impacter le stock de cuivre qui est, a priori, en équilibre avec la matière organique dans le sol. Sachant que on avait comme hypothèse que plus la température augmente, plus la matière organique se minéralise rapidement, et plus cela pourrait libérer du cuivre qui pourrait être plus disponible et potentiellement plus écotoxique. Donc, on a travaillé Hmm. sur deux températures. Donc, une température de 20 degrés Celsius qui est considérée comme la température moyenne estivale dans la région de Bordeaux, et on a considéré une deuxième température qui est de 30 degrés, donc une différence de 10 degrés. Et on a travaillé sur deux sols différents, donc un luvisol et un pozosol, donc qui ont à peu près les mêmes concentrations de cuivre total, parce qu'on voulait bloquer ce paramètre-là pour avoir donc des éléments comparables. Mais par contre, donc deux sols de nature différente, un luvisol et un pozosol, un a donc un ratio CN de 15, donc qui a une activité biologique plutôt lente, etc. Et l'autre qui a un ratio CN de 7,8, donc une activité biologique assez intense. Et donc, ces deux sols-là, on les a incubés à ces deux températures différentes et on a regardé qu'est-ce qui se passait au niveau des paramètres dont on discute depuis tout à l'heure. Donc, déjà au niveau du carbone minéralisé, donc tel que attendu, on a alors déjà avant de vous présenter les graphiques, donc les courbes en pointillé, c'est pour la température de 20 degrés, les courbes pleines, température de 30 degrés. En bleu, il s'agit du sol 1, donc le luvisol, et en rouge, il s'agit du sol 2, le pozosol. Donc là, tel que attendu, on voit que une température de 30 degrés provoque donc une minéralisation du carbone plus importante qu'à 20 degrés. Donc ça, c'est très bien décrit dans la littérature. Donc, au niveau du pH, comment est-ce que le pH a évolué? Pour le sol 1, donc on a un pH qui est plutôt constant au fil de l'incubation. Pour le sol 2 aussi pareil, sauf que à la fin de l'incubation, donc à 60 jours, on a observé une acidification de la solution du sol. Donc, on est passé d'un pH de 6,3 on a perdu presque une unité de pH, ce qui est plutôt important. Et pour le carbone organique dissous, donc là, toujours pour le sol 1, on a une concentration qui évolue très peu, alors que pour le sol 2 en rouge, on a donc une concentration qui évolue fortement au fil de l'incubation. Pour le cuivre total dissous, donc pour les deux sols, les tests statistiques ont montré qu'en réalité, il y avait pas de variation de ces concentrations, même si pour le sol 2, on a une tendance à la diminution. Pour le cuivre ionique Cu2+, qui est représenté ici par la P de Cu, alors c'est pas très intuitif. En réalité, il faut lire ce graphique-là de manière inverse. Donc, plus le graphique diminue, plus cela veut dire que la concentration du cuivre ionique augmente. Donc, il faut le lire de manière inverse, ce graphique. Donc, en réalité, ce graphique-là est assez similaire à ce qu'on observe ici avec le pH, en tout cas pour le sol 2. Et enfin, si vous vous souvenez bien, au début de l'intervention, on a vu le HIX, qui est un indice de qualité de la matière organique dissoute, qui renseigne sur son degré d'humification, donc de à quel point la matière organique est évoluée. Et là, on peut observer que même s'il n'y a pas de tendance claire que l'on peut déceler pour les deux températures et au fil du temps, on peut quand même observer qu'il y a une discrimination nette entre les deux sols, avec des valeurs de HIX qui sont plus importantes pour le sol 2 en rouge ici que pour le sol 1 en bleu ici. Donc voilà un peu les résultats que l'on a obtenus pour ces deux sols-là.
Et la conclusion principale, avec donc la panoplie des tests statistiques qui ont été réalisés, était que finalement la température n'a pas eu d'impact significatif sur la disponibilité du cuivre. Et on peut même l'observer ici. On peut même l'observer, par exemple, pour le cuivre ionique, que les courbes de 20 degrés et de 30 degrés se superposent assez bien. Donc la température n'a pas eu d'impact sur la disponibilité du cuivre. Par contre, la température a affecté la minéralisation de la matière organique sans pour autant affecter la disponibilité du cuivre. En plus de cela, comme on l'a observé tout à l'heure, la nature des sols, elle, a eu un effet sur les résultats qu'on a obtenus, notamment par rapport au fonctionnement même pédologique de ces sols. Donc, en fait, ici, la baisse de pH que nous avons eue pour le sol 2 ici, nous avons émis une hypothèse comme quoi, à la fin de l'incubation, il y a certainement eu une activité biologique qui a produit des composés acidifiants dans le sol, et c'est cela qui aurait baissé le pH et finalement qui aurait augmenté, donc là c'est l'inverse, hein, qui aurait finalement augmenté donc la concentration du cuivre ionique. Ok. Il y a une petite question qui pose la question de quelle est la différence de, alors je suis pas sûre de bien comprendre, mais toxicité du cuivre dissous par rapport au cuivre ionique. Mais en fait, ce que tu expliques, c'est que le cuivre ionique, c'est le cuivre disponible qui est lui-même directement dépendant du pH qui a évolué avec la température et qui pourrait avoir un effet sur cette disponibilité du cuivre alors qu'il n'a pas d'effet sur le cuivre total, c'est ça? Ouais, effectivement. En fait, dans cette étude, nous avons considéré les deux paramètres, donc le Mhm. cuivre dissous et le cuivre ionique, comme étant deux paramètres de la disponibilité donc du D'accord. cuivre. Vu qu'on n'a pas fait de test avec des plantes, avec des organismes. Donc, raison pour laquelle on s'est limité à la notion de disponibilité environnementale, donc en étudiant ces deux paramètres-là. Mais il est très bien décrit dans la littérature que le Cu2+, donc le cuivre ionique, est celui-là même qui interagit le plus avec les organismes, donc qui est considéré comme le cuivre Oui, biodisponible. oui, très bien. Et aussi, Et on s'est intéressé à ces deux-là parce qu'on avait comme hypothèse que ces deux-là ne réagiraient pas de la même manière en hum, fonction des pratiques, etc. Donc, c'était pour avoir une vision globale de la disponibilité du cuivre. ouais, il y a le réservoir et puis le robinet pour le Exactement. cuivre dissous. Ok, merci Frédéric. Je pense que ça nous a permis de balayer. Alors évidemment, on est obligé de passer vite. Toi, tu as travaillé 3 ans dessus. Nous, on a moins d'1 heure pour tout aborder. Alors, on passe rapidement, mais tu nous proposeras quelques ressources en fin de séquence. Euh, du coup, si on réfléchit tes résultats plutôt d'un point de vue pratique, sur ce que les professionnels peuvent retirer de ce travail, quelle bonne pratique en fait est-ce qu'on peut tirer des travaux que tu as menés pour mieux gérer la présence du cuivre dans les sols finalement, les messages clés à retenir? Euh, en termes de messages clés, et là, il n'y a pas que mes travaux qui ont produit des résultats dans ce sens. Il y a Hmm. beaucoup de choses qui avaient déjà été faites là-dessus. Il y a peut-être trois éléments qu'on peut mentionner. Donc, le premier élément, c'est la gestion du pH. Donc, on l'a vu hein, au travers de ces résultats, à quel point le pH était un facteur important qui Hmm, hmm. régissait la disponibilité du cuivre. Et donc, un pH faible a plutôt tendance à augmenter la disponibilité du cuivre et donc éventuellement son écotoxicité. Et donc, il est intéressant de le maintenir, si possible, au-delà de 6,5. Donc, considère que c'est à peu près la tranche à partir de laquelle on commence à avoir moins de risques. Donc, éventuellement, essayer de maintenir le pH au-delà de 6,5, mais pas trop non plus, parce que au-delà d'une certaine valeur, on peut aussi affecter la disponibilité de d'autres éléments nutritifs pour la plante. Donc, je dirais entre 6,5 et 7,5. Donc, il y a ce premier aspect. Deuxième aspect, on a aussi vu, au travers de ces résultats, l'importance de la matière organique Hmm. pour la gestion de la disponibilité du cuivre. Des sols qui seraient plutôt pauvres en matière organique et acides
ouais, cela créerait plutôt un contexte potentiel d'écotoxicité. Donc, je serais bien, effectivement, d'avoir un sol qui est enrichi en matière organique, aller vers des taux de matière organique autour de 2-3%. Donc, pourquoi? Parce que la matière organique a cette capacité de sorber, de complexer le cuivre et de limiter sa disponibilité. Notamment, cela peut se faire notamment au travers donc des couverts végétaux qu'on a vu tout à l'heure. Mais là aussi, être vigilant pour que la matière organique qu'on apporte ne soit pas elle-même contaminée en cuivre, parce que ça ne ferait que intensifier la problématique. Donc, il y a cela. Et puis, troisième élément, c'est par rapport au travail du sol. À ce niveau-là aussi, c'est souvent recommandé de limiter tant que possible le travail du sol. Et même quand la terre est retournée, essayer de limiter la profondeur, donc pour éviter la contamination d'horizon profond du sol, voilà, et une infiltration éventuelle du cuivre. Donc, ce sont ces trois éléments que je pense qui peuvent être intéressants en termes de gestion. Super. Bon, il y a une question qui se poserait évidemment, mais qui porte pas tellement directement sur le résultat de ton travail. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut réduire l'utilisation du cuivre en amont pour limiter son accumulation, mais tu l'as très bien dit en début d'intervention. En fait, les concentrations importantes de cuivre qu'on retrouve aujourd'hui, elles sont davantage liées à l'historique des parcelles qu'aux pratiques actuelles. Donc, c'est quelque chose qu'on va peut-être pas forcément prendre le temps d'aborder maintenant. Mais par contre, il y a une question importante, je pense, et peut-être tu nous as bien défini un état des connaissances sur voilà, l'évolution du cuivre et comment on peut mieux le comprendre dans les sols viticoles. Quels sont les aspects qui sont encore mal compris ou à travailler sur ce sujet de ton point de vue de scientifique? Euh, ouais, c'est vrai que j'ai travaillé là-dessus, cela fait un petit moment, mais il me semble que euh, après avoir discuté avec les personnes qui travaillent encore aujourd'hui H24, il me semble qu'il y a encore des éléments à approfondir sur comment passer, parce que ces études-là ont porté sur l'évaluation de la disponibilité environnementale. Donc, il semble qu'il y ait encore des questions à se poser sur comment passer de l'évaluation de cette disponibilité environnementale à la bioaccumulation. Donc, comment est-ce que les organismes accumulent effectivement le cuivre dans leur organisme et aussi à l'écotoxicité. Donc, l'imbrication de ces trois questions-là, il me semble qu'il y a encore des choses à approfondir à ce niveau-là. Et les collègues avec qui j'ai travaillé pendant ma thèse s'intéressent aussi au contexte particulier des sols calcaires. Pourquoi les sols calcaires? Parce que justement, du fait de leur composition particulière, il peut y avoir des interactions qui ne sont pas encore très bien maîtrisées avec le cuivre, notamment en lien avec l'acquisition du fer par certaines graminées. Donc, voilà, il semble qu'il y a encore des questions à approfondir à ce niveau-là. Donc voilà un peu quelques éléments. Et puis, pour aller plus loin, je recommande évidemment toutes les personnes qui nous suivent à s'intéresser aux travaux des collègues de l'UMR ISPA, de SAV, etc. Donc, ils continuent de mener des travaux importants sur ces questions. Oui, c'est vrai, pendant nos échanges de préparation, tu m'avais mentionné notamment la thèse de Pierre Héon qui a été soutenue en 2024 sur plutôt des travaux qui portaient sur de la phytoremédiation. Oui, effectivement, oui. Donc, Pierre Héon qui a travaillé avec plusieurs collègues de l'UMR ISPA, dont Jean-Yves Cornu, Laurence Denay, notamment sur les possibilités de quelques plantes de phytoextraction, donc pour extraire le cuivre qui est présent dans le sol. Donc, avec ces plantes-là, il me semble que les résultats qu'ils ont obtenus
était que, en tout cas dans le panel de plantes qu'ils ont étudiées, il n'y en a pas qui accumulaient suffisamment de cuivre pour être considérées comme des plantes Hmm. phytoextractrices. Donc, il y a peut-être effectivement des recherches à continuer dans ce sens-là pour soit trouver la plante modèle, soit continuer à optimiser des conditions, trouver un contexte dans lequel la phytoextraction pourrait être possible. Super. Bon, mais il nous reste un petit peu de temps pour prendre des questions des auditeurs. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous manifester dans le compartiment des questions et réponses. Oui, Euh, c'est bon, tu vois les euh, questions, Frédéric, je te laisse les ouais, saisir au vol. effectivement, je les Vas-y. vois passer de temps en temps. Et puis, je voulais aussi mentionner une autre chose pour ceux Oui. qui aimeraient aller encore plus loin pour cette problématique-là. Il y a un bouquin qui a été publié dans les éditions Quaye qui porte sur les pesticides en viticulture. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la diapositive, là. Et donc, justement, avec l'équipe avec laquelle j'ai fait ma thèse, on avait contribué à écrire un chapitre qui porte sur le cuivre dans les sols viticoles, donc qui porte notamment sur les concentrations qu'on retrouve aujourd'hui, le comportement du cuivre, voilà, l'ensemble des enjeux qui sont liés au cuivre dans les sols viticoles. Donc, c'est un livre que vous pouvez télécharger gratuitement en version PDF. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je vous ai mis un QR code pour ceux qui voudraient y accéder. Et il y a aussi l'expertise collective de l'INRAE qui avait été faite en 2018. Ça commence à dater un tout petit peu, mais je pense que ça reste d'actualité et qui justement aborde tous les enjeux de façon beaucoup plus approfondie que ce qu'on a vu au cours de ce webinaire. Donc, il est accessible aussi. Il y a une version qui est plutôt accessible, plus vulgarisée. Il y a une version beaucoup plus élaborée que vous pourrez accéder. Super. Et en plus, tu as mis les QR codes pour qu'on puisse y accéder super facilement. C'est super. Alors, du coup, bah, Isabelle a répondu à Maxence sur la manifestation. Tu veux peut-être compléter, Frédéric, sur la manifestation sur les végétaux de l'écotoxicité? On parle de nanisme. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Oui, tout à fait. L'écotoxicité peut se manifester de plusieurs manières. Celle que j'ai en tête, effectivement, le nanisme, la réduction de l'élongation racinaire Hmm. de plusieurs plantes, donc au-delà d'une certaine concentration. Et là, il n'y a pas que la réduction de l'élongation, il y a aussi des phénomènes de rabougrissement des racines et tout cela peut impacter la nutrition de la plante. Peut avoir aussi des phénomènes de chlorose qui peuvent se Hmm. manifester par l'apparition de taches jaunâtres sur les feuilles, notamment au niveau des graminées. Ok. Et est-ce que tu as vu l'autre question aussi qui porte sur les impacts potentiellement observés sur la vie des lombrics? C'est peut-être pas quelque chose que vous avez regardé, mais est-ce que tu as des éléments là-dessus? Euh, à ce niveau-là, il y a un papier qui est sorti récemment de Stéphane Pess de l'INRAE de Lyon, qui justement fait, dans ce papier-là, ils ont fait la synthèse donc des conséquences néfastes de la présence du cuivre sur plusieurs organismes, notamment sur les vers de terre. Et effectivement, il me semble que à partir d'une certaine concentration, on peut commencer à observer des effets, souvent des effets dits sublétaux. Donc, ce sont des effets qui ne se manifestent pas directement par la mort de l'organisme, etc., mais plutôt à long terme sur la population de vers de terre, etc. Donc, éventuellement, regardez du côté de ce papier-là qui est tout récent, qui est sorti il y a quelques semaines. Stéphane Pess avec plusieurs collègues de l'INRAE et d'autres organismes. Ok, et ça fait partie des références qu'on pourra intégrer dans la description du replay sur notre chaîne YouTube avec bah, les travaux de la thèse de Pierre, le livre Coae et puis bah, ton manuscrit de thèse. Il y a peut-être et puis un ou deux papiers peut-être qu'on peut particulièrement mettre en avant. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, sur les ressources pour aller plus loin, on a déjà pas mal couvert. Tu voulais nous parler de d'autres choses? Euh,
Ouais, effectivement, comme je le disais, il y a des projets qui se mènent en ce moment, qui sont intéressants, justement avec les collègues de l'UMR ISPA avec qui j'ai travaillé pendant ma thèse. Je sais qu'il y a un gros projet en cours sur justement l'exportation de ces questions-là à des échelles beaucoup plus larges, à l'échelle régionale. Sur justement non seulement la dissémination du cuivre dans le sol et aussi dans d'autres matrices, et aussi l'interaction entre plusieurs matières organiques que l'on peut apporter dans les exploitations avec le cuivre disponible. Voilà, donc je pense que ce sont des ressources qui peuvent se retrouver facilement et puis ne pas hésiter aussi à se rapprocher des responsables de ce projet-là pour en savoir davantage. Ok, super Frédéric. Eh bien, s'il n'y a pas de nouvelles questions, peut-être qu'on va s'arrêter là. Je te remercie tout particulièrement pour le temps que tu nous as accordé. On a été voisins pendant un temps, mais ce webinaire, ça a été l'occasion pour moi de vraiment faire connaissance avec toi et de mieux connaître tes travaux. Donc, je suis très contente. Il y a pas mal de monde qui nous a suivis. Donc, merci beaucoup aussi à vous qui êtes venus nous écouter et nous partager vos questions. Donc cet enregistrement sera rediffusé sur la chaîne YouTube de la chaire agriculture biologique. Vous recevrez en principe une petite newsletter qui vous signalera la mise en ligne. Et le prochain rendez-vous, il a lieu dans un petit peu longtemps. Ce sera le 5 juin. On parlera avec Antonin Pépin, qui est chargé de recherche à INRAE et qui a travaillé sur les performances environnementales des systèmes en maraîchage biologique. Donc, ce sera le 5 juin. On laisse passer la longue trêve du mois de mai pour profiter de cette enfilade de ponts. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier toute l'équipe qui m'a accompagné durant ces travaux de thèse, notamment à l'UMR ISPA et aussi à l'UMR EPOC. C'est jamais un travail personnel, il y a eu beaucoup de gens Mm. qui m'ont assisté et voilà, donc je voudrais aussi les remercier. Et merci à vous d'avoir, en tout cas de vous intéresser à ces travaux et d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à toi, Pauline. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.